Merci. Je voulais laisser Véronique commencer, mais je vais commencer par présenter Véronique Auger, qui a accepté très gentiment de présenter, de modérer cette première rencontre, ce premier webinaire du Cercle Europe Citoyenneté et Identité. Quand je dis modéré, c'est aussi animé, mais je dirais peut-être plus précisément que Véronique va nous soumettre à la question, puisque je sais qu'elle a sûrement en réserve quelques questions incisives qui vont permettre le débat. Tu peux venir, Alors, Jérôme. alors, Véronique Auger, nous la connaissons. Elle a été rédactrice en chef du 19-20 national pendant plusieurs années, et elle a surtout créé, présenté et dirigé l'émission Avenue de l'Europe sur France 3. Aujourd'hui, Véronique est présidente de trois associations importantes. Tout d'abord, l'Association des journalistes européens pour la France, présidente de l'Association citoyenne pour l'Europe et présidente d'une association que l'on connaît peut-être moins, qui s'appelle les Amis de l'entraide d'Auteuil. C'est le centre Corot à Paris, et c'est une association qui travaille sur la réinsertion et s'intéresse beaucoup aux jeunes. Et je crois savoir qu'actuellement, il doit y avoir 165 jeunes pris en charge par cette association. Voilà, merci Véronique de votre présence. Merci de partager votre compétence qui est grande en matière européenne. J'aurais pu dire aussi que vous étiez auteur de quelques ouvrages, et notamment d'ouvrages d'entretien. Je me souviens d'un en particulier, un entretien avec Elisabeth Guigou, Yann, qui fut ministre des Affaires européennes. Merci. La parole est à vous, Véronique. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, le premier prise de parole sera pour demander à chacun de fermer son micro, sauf aux intervenants, parce que dès que vous vous exprimez, vous apparaissez à l'antenne ou à l'écran, et ce qui peut perturber éventuellement le discours des uns et des autres. Merci beaucoup, merci d'organiser cette conférence sur une conférence. Parce que lorsque j'ai entendu parler de cette conférence sur l'avenir de l'Europe, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons déjà eu plusieurs conférences, une qui a débouché sur un malheureux référendum, une autre qui a débouché sur rien du tout en 2018. Et je me suis demandé si c'était pas un nouveau machin ou une sorte d'auberge espagnole où pendant quelques mois, tout le monde va mettre ce à quoi il croit et ce qu'il souhaiterait. Alors, c'est la question que je poserai à nos intervenants, c'est-à-dire vous, Emmanuel Morici, et puis à Jacques Fayette. Peut-être, Jacques Fayette, pouvez-vous dire bonjour, comme ça on vous verra immédiatement à l'écran. Voilà. Vous êtes professeur honoraire des universités. Et puis également, nous aurons l'intervention et les questions que vous pourrez poser, bien évidemment, sur la discussion qui est sur la droite de votre écran, à Patrick Martin-Grenier, qui est le pauvre toute la journée était sur Zoom pour faire passer des oraux à Sciences Po, mais qu'il a, donc il est enseignant à Sciences Po, donc en l'occurrence c'est à l'INALCO, mais qu'il a va lui être à son tour mis à la question. Donc, alors, est-ce que dans cette conférence on va parler de réforme des institutions ou bien de la taille des cages à poules? Est-ce qu'on va parler de souveraineté européenne ou bien de fédéralisme? Est-ce qu'on va parler de l'amitié entre les services de Ursula von der Leyen et ceux de Charles Michel? Est-ce qu'on va parler des rapports avec la Russie? Est-ce qu'on va parler des possibles élargissements, comme certains le demandent dans l'Union européenne, à certains pays des Balkans, ou à la Turquie, ou à l'Ukraine? Est-ce qu'on va parler de politique sociale, de modèle social européen? Est-ce qu'on va parler de politique fiscale dans la zone euro? Bref, le sujet est immense, la tâche est immense. Alors, première question, et qui sera la même à chacun des trois intervenants, sachant que je rappelle à tous ceux qui assistent à ce webinaire qu'ils peuvent poser leurs questions dans ce qui est fait pour ça, c'est-à-dire la discussion. Vous la posez par écrit et je la lirai et je me ferai le médiateur entre vous, votre question et puis nos intervenants. Donc, Emmanuel Morici,
toutes ces questions que j'ai posées en vrac ne sont peut-être pas celles que vous avez l'intention de traiter et que vous pensez qu'il faille traiter dans cette conférence sur l'avenir de l'Europe. Donc, ma première question à tous les trois, c'est de quoi peut-on parler et à quoi ça sert? Écoutez, moi j'ai envie de commencer en citant Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, qui, parlant de cette conférence sur l'avenir de l'Europe, dit la chose suivante: les citoyens, alors je répète, les citoyens doivent être au cœur de toutes nos politiques. Je souhaite en conséquence que l'ensemble des Européens contribuent activement à la conférence sur l'avenir de l'Europe et jouent un rôle de premier plan dans la détermination des priorités de l'Union européenne. Ce n'est que tous ensemble que nous pourrons bâtir notre union de demain. Donc voilà une citation, une phrase introductive qui est intéressante. Alors j'allais dire que tout ce que vous avez cité, Véronique, va être traité ou peut être traité. Ce qui pose quand même quelques questions alors à la fois de fond et de forme, si je puis dire. Puisqu'on sent que pour la Commission européenne, on souhaite une approche inclusive, participative, bien équilibrée à l'égard à la fois des citoyens et des institutions, mais en même temps, on sait qu'il est difficile d'intéresser les citoyens de l'Union européenne, puisque l'on sait, on suppose en tout cas, le grand public peu informé, voire peu conscient de ce que fait l'Union européenne. Alors, les citoyens vont se poser une question, certainement, quelle est leur place entre État et institutions dans une Europe qui a des difficultés de reconnaissance, hein. On a du mal à savoir, parfois elle est même critiquée, on entend même souvent dire l'Europe, ça ne sert à rien. Donc pourtant, et ici j'imagine que nous sommes des personnes convaincues, l'Europe est incontournable, on peut la considérer certes comme une région du monde, au même titre que d'autres régions. Alors moi je dirais la chose suivante, il y a deux orientations possibles, selon moi, et plusieurs dimensions. Alors, deux grandes orientations, l'une tournée vers l'intérieur de l'Union européenne et l'autre tournée vers le monde. Mais au cœur de ces deux grandes orientations, tous les champs sont concernés, le droit, l'économie, la politique étrangère, et il ne faut pas oublier, parce que ça c'est une dimension qui intéresse notre cercle, eh bien ce sont les sciences humaines dont on ne peut se priver. Ça pose la question des valeurs, les valeurs étant dès l'origine la pierre angulaire, et c'est sur elle que repose le fondement, la solidité de l'Union. Oui, mais on sait depuis un certain nombre d'années que le sens donné aux mots et le sens des valeurs n'est pas forcément le même partout. Regardons ce qui se passe en Pologne, regardons ce qui se passe en Hongrie, où les questions de dignité de la personne humaine, par exemple, sont mises en question. Je pense que cette conférence doit aussi approfondir, et je développerai si nécessaire, approfondir la notion de culture commune et du sentiment d'appartenance. Ces deux éléments devant entrer aussi dans les priorités de l'Union, ou encore en parlant des processus démocratiques. Donc voilà, en quelques mots, rapidement brossés, comment je vois cette conférence sur l'avenir de l'Europe, sa complexité, sa difficulté. Je m'interroge toujours pour savoir comment on va faire remonter toutes ces informations, puisque ça concerne tous les pays de l'Union européenne, 500 millions de citoyens. J'imagine qu'ils ne participeront pas tous, mais comment allons faire la synthèse de cette année, voire peut-être un peu plus de réflexion. Jacques Fayette, même question. Quels sont, d'après vous, enfin, quel est d'après vous l'intérêt de cette conférence? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce que vous en voyez plusieurs? Et quels sont les grands sujets que vous souhaiteriez voir abordés? Oui, moi je serai le méchant dans cette conférence parce que je suis un vieux militant fédéraliste qui a suivi Altiero Spinelli pendant des années et j'ai été délégué au Congrès du peuple européen, aventure historique, en 1957.
Et je ne citerai pas von der Leyen, je citerai Claude Bernard, qui a dit « Quand on ne sait pas ce que l'on cherche, on ne voit pas ce qu'on trouve ». Or, nos gouvernements, en lançant cette conférence, n'appliquent pas ce principe, ils l'inversent en disant « Ils savent ce qu'ils ne veulent pas trouver ». Et donc, dès le début, cette conférence dont l'idée remonte à la veille des élections européennes par le président de la République française, a été mutilée par tout un tas de filtres, et je vais en donner un certain nombre d'exemples. Vous avez sans doute lu les uns les autres depuis des années les eurobaromètres. Et dans les eurobaromètres, on voyait toujours la question des souhaits des interviewés. Par exemple, les interviewés répondaient à 65-70%. On veut une armée européenne, on veut un président de l'Europe élu au suffrage universel. Dans le baromètre qui a été fait à la fin de l'année dernière pour préparer cette conférence, on ne parle pas du tout de tout ça. Et on s'aperçoit que les grands problèmes auxquels nous avons... Attention, excusez-moi, monsieur et madame Barthes, on vous entend. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Merci. Excusez-moi, monsieur. Nous sommes en ce mardi, en fin de journée, à commenter une réunion qui se tient au niveau européen pour savoir la position de l'Europe dans le drame entre la Palestine et Israël. Ben, nous savons qu'il n'en sortira rien. Nous avons vu la Hongrie et d'autres pays se sont éloignés de positions centrales, et nous voyons que l'Europe, définie comme géopolitique par la nouvelle présidente de la Commission, est tout sauf géopolitique. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est que le monde assiste à de plus en plus d'événements non prévus. Or, l'article 4 du traité de l'Union européenne dit que tout ce qui n'est pas attribué à l'Union par les traités relève des États nationaux. Or, comme il y a de plus en plus d'imprévus, eh bien, de plus en plus, on confie la gestion de l'Europe aux États nationaux. Nous avons une Europe de plus en plus intergouvernementale. Je vous rappelle qu'en 2020, le Conseil européen, qui est la réunion des chefs d'État et de gouvernement, s'est réuni 13 fois au lieu des quatre réunions prévues dans les traités. Entre parenthèses, je fais un aparté, on ferait bien peut-être de demander en France au candidat à la présidence de la République comment il gérerait ce problème dans leur emploi du temps, parce qu'apparemment, dans ce qu'il déclare, il n'en est pas du tout question. Surtout que le résultat de la conférence interviendra pendant les 6 mois de la présidence française. Donc, on assiste à un basculement de plus en plus fort de la gestion intergouvernementale et l'Europe piétine. Au scandale, et je termine sur celui-là, il y a maintenant 1 an que les principes du plan de relance ont été posés au niveau européen et il n'est toujours pas en application parce que la ratification, je crois qu'il y a encore 6 ou 7 pays il reste 2 qui n'ont pas ratifié. Merci, on reviendra sur tous ces points, évidemment, à travers les questions de ceux qui nous écoutent. Patrick Martin-Grenier, même question. Genier. Oui, excusez-moi. Non, Martin Genier. Genier, excusez-moi. Oui, oui. Même question. Vous êtes aussi pessimiste que M. Fayette ou aussi optimiste que M. Moretti? Alors, je serais entre les deux. Il faut bien une position intermédiaire. Non, moi je dis que tout ce qui vient d'être dit, c'est tout à fait pertinent. Mais justement, l'objectif, c'est que les citoyens, les citoyennes s'expriment sur les enjeux de l'Europe. Lorsqu'on lit la déclaration qui a été faite par les 3 institutions, la Commission, le Parlement et le Conseil, on nous dit que cette convention, cette conférence sur le futur de l'Europe, eh bien, on doit s'exprimer sur les grandes orientations, sur les politiques européennes et sur le degré d'ambition de l'Union européenne. Donc, je crois que c'est très
très très large. Et ce que vient de dire Jacques Fayette, c'est effectivement une réalité. Néanmoins, ça montre bien que les personnes qui veulent s'exprimer, naturellement, c'est des personnes qui seront plutôt favorables à l'Europe, eh bien, doivent dire en quoi cette Europe doit s'améliorer. Nous avons, par exemple, vu avec cette crise sanitaire, la Covid, en fait, que la Commission européenne s'était lancée dans une aventure, des contrats de vaccins, etc. Elle était très critiquée, mais elle manquait de base législative. Il n'y a qu'un seul article qui traite de la politique de santé publique. La Commission a été critiquée, mais au final, on s'aperçoit qu'elle a quand même relevé le défi de cette vaccination, même si des progrès sont encore à faire. Et là, je crois que les citoyens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont s'exprimer en disant finalement, ce n'est pas moins d'Europe qu'il faut, c'est plus d'Europe. Donc nous souhaiterions que l'Europe soit peut-être plus compétente en matière de santé, en matière de sécurité, en matière d'indépendance stratégique, sanitaire. Et cela, effectivement, ce sont les citoyens qui sont amenés à s'exprimer. Donc, je dirais que même si on a un grand cadre des orientations, eh bien, manifestement, il est demandé aux citoyens de s'exprimer sur ce qui va et sur ce qui ne va pas. Il ne s'agit pas d'être européen BA, mais de dire ce qui ne va pas. Et naturellement, ils vont s'exprimer, notamment les jeunes. Je crois que les jeunes aujourd'hui ont été assez choqués par ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Les jeunes, notamment Sciences Po, que je connais, ne peuvent plus faire d'études au Royaume-Uni parce que ce pays est sorti, alors que c'est un grand pays. Et je crois que l'Union européenne a apporté énormément aux jeunes et on est en train de se dire aujourd'hui que l'Europe est porteuse de valeurs et qu'il faut approfondir l'Europe alors que l'on a assisté ces dernières années à une montée du populisme, du nationalisme, une critique exacerbée de l'Europe. C'est extrêmement rare de voir des leaders politiques qui acceptent de soutenir l'Europe. Et donc, je crois que dès lors qu'on demande aux citoyens de s'exprimer, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit dire que tout va bien. Si on participe à cette plateforme, on dit l'Europe, c'est bien, mais voilà ce qui ne va pas. On a beaucoup critiqué la lenteur de l'Union européenne. On dit de la Commission qu'elle est trop technocratique, bureaucratique. On ne parle peut-être pas assez du Parlement européen, qui est une instance élue au suffrage universel direct. Donc, je pense que sur tous ces points, les citoyennes et les citoyens doivent nous dire quelles seraient les orientations. Est-ce que nous devons avoir une politique étrangère commune? Jacques Fayette parlait du drame entre Israël et les Palestiniens. Effectivement, est-ce que nous voulons avoir une politique étrangère commune? Car en effet, aujourd'hui, on s'aperçoit que sur le plan de la politique extérieure, l'Europe est quand même très impuissante. Donc, c'est tout ça qu'il faut dire. On y reviendra sans doute. Approfondir l'Europe, dire ce qui ne va pas pour trouver des chemins, des pistes d'amélioration. Merci beaucoup. Alors, j'ai une première question sur le fond des choses. J'ai eu la chance de rencontrer assez longuement Michel Barnier, qui dit, et de la même façon qu'un certain nombre d'autres personnes, qu'il ne faudrait surtout pas que cette conférence porte sur les institutions européennes. Alors, on retrouve un peu ce que disait Jacques Fayette, c'est que on s'aperçoit que est-ce que les institutions sont faites aujourd'hui pour répondre au monde dans lequel il est aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pensez, chacun de vous trois, qu'il faut que les citoyens européens parlent des institutions et les remettent en question telles qu'elles existent, s'ils en sont capables? Patrick? Oui, moi je pense que je ne vois pas pourquoi on devrait s'interdire de parler de tout, y compris des institutions. Et d'ailleurs, tout le monde est intéressé par l'avenir des institutions. On peut effectivement citer la Commission européenne, qui est un organisme avec des compétences extraordinaires, mais il y a une certaine lenteur. Il y a peut-être trop de bureaucratie et peut-être que le politique n'est pas assez présent. Donc aujourd'hui, on sait que d'ailleurs la commission, c'est la seule instance qui est capable de décider, on va dire de façon efficace, car un commissaire égale une voix. Donc c'est l'instance qui était supranationale. Le problème aujourd'hui, et Jacques Fayette vient de le dire, c'est qu'on voit aujourd'hui, et vous l'avez évoqué, entre Madame von der Leyen et Charles Michel, il y a une concurrence, il y a une volonté aujourd'hui de la part du Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, en quelque sorte de reprendre le dessus sur la Commission européenne,
qui était un organisme et qui est un organisme fédéral à vocation supranationale, on voit bien qu'il y a une dérive intergouvernementale dans un organisme qui ne s'entend plus sur l'essentiel. On l'a bien vu, qui a fait avancer l'Europe jusqu'à présent, c'est la Commission, alors que les chefs d'État et de gouvernement sont très divisés. Donc je crois qu'il faut effectivement que les institutions parlent de cela, du Conseil et de la façon d'améliorer le fonctionnement démocratique, le Parlement européen. Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à une certaine phase de l'évolution européenne. Si on veut que l'Europe soit plus démocratique, il faut renforcer les pouvoirs du Parlement européen. Et par exemple, je serais pour ma part favorable à ce que l'on crée un véritable droit d'initiative législative pour le Parlement, alors qu'aujourd'hui, effectivement, il peut évoquer, il peut prendre des délibérations, mais il n'a pas le droit, comme dans un Parlement national, de déposer une proposition de directive ou de règlement. Donc je crois que je ne vois pas pourquoi Michel Barnier dit cela. Je pense savoir que les institutions sont réticentes à ce que l'on touche à leur précaré, alors que ça fait partie du domaine citoyen. Donc moi, je suis en effet partisan que l'on parle des institutions. Jacques Fayette. Bien, oui, tout à fait. Je crois que ce qu'il faut faire a été parfaitement écrit, mis en musique par Guy Verhofstadt dans un rapport au Parlement européen de la Commission constitutionnelle qui date de fin 2016. Bon. Or, on voit aujourd'hui qu'on ne veut pas changer les institutions, parce que si on change les institutions, il faut changer les traités. Et si on veut changer les traités, il faut que ça soit à l'unanimité. Et nous avons déjà 12 pays, je vous les liste. L'Autriche, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, l'Irlande, la Lettonie, la Lituanie, Malte, les Pays-Bas, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie, qui nous dit on ne touche à rien. Bon. Or, dans la structure actuelle des traités, les pouvoirs de décider d'une seule voix ne fonctionnent pas, à l'exception d'un organisme qui, lui, décide et est efficace, c'est la Banque centrale européenne. Parce qu'il y a une patronne à la tête de la Banque centrale européenne, comme il y avait le remarquable Mario Draghi, et quand il disait « vous ne ferez pas sauter l'euro parce qu'en face, vous me trouverez, et je prendrai les moyens pour affronter la situation », ça marchait. Et la BCE est le seul organisme vraiment fédéral. Mais il faut voir dans quel détail on va. Je vais vous donner une illustration, je ne sais pas si vous avez vu ça. Vous avez vu que la Commission européenne réfléchit à faire une action en justice contre AstraZeneca pour ne pas avoir respecté les contrats dûment signés par cette société. Mais la réunion des commissaires qui a travaillé là-dessus a été accompagnée de la présence de 27 ambassadeurs des pays européens pour s'assurer que tout était en musique. Il faut savoir. Or, les citoyens ignorent comment le Conseil de l'Union fonctionne. Certes, il y a qui connaît en Europe ce qu'est le Coreper 1, le Coreper 2, les actions Martens, les ANSI, etc. Ce sont tous les jours des réunions des États qui prennent de plus en place dans l'institution. Il y a une statistique que je n'ai pas trouvée. Si Véronique Auger peut me la trouver, j'en serais très heureux. C'est la croissance du nombre de mètres carrés de bureaux occupés par les services du Conseil européen et du Conseil de l'Union à Bruxelles, parce que chaque année, on construit régulièrement de nouveaux bâtiments et on loue de nouveaux locaux. De montrer que cette Europe devient de plus en plus intergouvernementale et n'arrive pas à décider. Alors, personnellement, j'ai préparé un article qui va peut-être paraître dans un grand quotidien économique cette semaine, et je l'ai intitulé du slogan de mai 68, « Soyez raisonnables, demandez l'impossible ». C'est-à-dire que, comme l'a dit Patrick Martin-Chenier, on a le droit de parfaitement exprimer des demandes en disant que dans un certain nombre de domaines, on veut que l'Europe se comporte comme un État. Et l'on voit d'ailleurs des citoyens qui reprochent aux institutions européennes, et en particulier à la Commission, de ne pas prendre des décisions pour lesquelles elles ne sont pas compétentes. On a le droit d'exprimer cela, mais qu'est-ce qui va en résulter? Entre parenthèses, sur le site de la conférence, ce n'est pas très facile de trouver les endroits où l'on peut mettre ce genre de suggestions. Il faut aller à l'intérieur de démocratie, enfin, c'est ce que j'ai trouvé comme solution.
pour les proposer. Donc, il faut admettre, et j'ai donné la liste des 12 pays qui ne veulent pas changer, il faut admettre qu'on ne va pas pouvoir continuer à 27 de cette façon, hein, sans se rayer de la carte géopolitique du monde. C'est pour ça que je pense que le meilleur résultat qui pourrait venir de cette conférence serait une situation dans laquelle il y aurait vraiment ce noyau dur de pays qui acceptent les règles, et puis d'autres qui seraient associés, hein, ils pourraient être dans le marché commun, mais qui ne participeraient pas à l'ensemble des décisions de l'Union. Emmanuel Moretti. Emmanuel. Oui, on voit ici qu'il y a une complexité terrible. On a deux Europes finalement qui sont en train de se télescoper. Une Europe de ceux qui connaissent le fonctionnement de l'Union européenne, qui sont attachés à des critères juridiques et économiques. Et puis il y a une autre Europe, celle d'une majorité de citoyens qui ne alors une majorité qui ne comprend pas tout ce que l'on vient de dire, tous ces organismes, tous ces bureaux qui sont une nécessité. D'ailleurs, on ne se pose pas la question de savoir comment fonctionne notre pays. Il y a certainement autant d'officines qu'il y en a au niveau européen. Moi, je crois alors quand même qu'il y a des questions qui sont fondamentales et qu'il convient de se poser. Là, il y en a au moins deux. La première question, c'est que les citoyens puissent s'exprimer sur l'Europe qu'ils souhaitent avoir. Et là, on a une sorte de verticalité finalement. Est-ce que c'est une Europe marché, zone économique d'échange, ou bien est-ce que l'on veut une Europe plus intégrée qui peut se rapprocher, comme le disait Jacques à l'instant, de l'idée d'une nation. Alors, si tant est que l'on puisse utiliser le terme de nation à ce niveau-là, et qui n'était pas d'ailleurs, je le souligne, dans la perspective des fondateurs, et notamment pas dans la perspective de Robert Schuman. Mais c'est une question. Une Europe donc libre marché ou une Europe beaucoup plus intégrée. La deuxième question, c'est la gouvernance de cette Europe quelle qu'elle soit. Est-ce que l'on veut une Europe qui soit celle des coopérations plutôt renforcées? Alors j'allais dire une Europe un peu des nations. Alors ce serait pas une fédération, mais peut-être une forme de confédération. Et de l'autre côté, une fédération où il y aurait un véritable gouvernement de l'Union européenne, mais en charge uniquement des compétences transférées par les États membres. Alors ça, c'est cette question, elle est aussi première. On avance là dans cette construction européenne comme si déjà elle était achevée. Mais non, nous sommes loin de l'achèvement de cette Union européenne et j'ai coutume de dire qu'il nous reste certainement au moins autant de temps pour avancer, progresser, que ce que nous avons passé. Alors, en ce qui concerne les institutions, je pense qu'il ne faut pas, effectivement, comme disait Patrick, on ne peut pas se priver de quoi que ce soit. Après tout, c'est notre Europe. C'est celle que nous souhaitons, que nous préparons, et c'est surtout celle que nous allons léguer à nos enfants et nos petits-enfants. Donc là, la responsabilité de la réflexion nous revient. Le système institutionnel, je l'imagine, n'est pas un mauvais système institutionnel. Je crois que nous avons mis en place en Europe l'expression d'une démocratie avancée. Est-ce pour autant que tout fonctionne? Je n'en suis pas certain. Ce qui est à bouger, ce qui est à transformer, c'est certainement le rapport entre citoyenneté et institution, entre citoyenneté commune et État-nation. Et plus qu'une modification des institutions, moi je verrais assez bien l'écriture d'un nouveau texte qui soit véritablement commun aux citoyens de l'Union européenne et qui, sous la forme d'un traité, sans doute pas d'une constitution, parce que on a un souvenir récent, mais au moins basé sur
puisqu'il s'agit de rassembler des citoyens de l'Union européenne basés sur la Charte des droits sociaux fondamentaux. Je pense que c'est un des documents majeurs à être de nature à rassembler les Européens que nous sommes. Mais changer ou écrire un nouveau texte, le faire valider, suppose que au cœur du système institutionnel, on y apporte un certain nombre de modifications, et je pense particulièrement au Conseil européen, à sa manière de fonctionner, et je verrai assez bien, dans ma perspective de l'évolution de l'Union européenne, la Commission devenir une sorte de gouvernement véritable de l'Union européenne. Alors, bon, vous êtes des véritables experts, mais Gérard Bouguet pose une question qui met quand même les pieds dans le plat, même si elle n'est pas très flatteuse pour les citoyens européens. Sa question, c'est: les citoyens sont-ils capables de donner un avis sur des institutions qu'ils connaissent très mal? Qui veut répondre de vous trois? Vas-y, Patrick. Non, c'est comme qu'ils connaissent très mal, mais parce qu'on n'a jamais fait d'efforts pédagogiques sur les institutions européennes, qui en France peut dire qu'il connaît très bien les institutions de la Ve République. Voilà, c'est pas non plus évident. Pourquoi on ne connaît pas bien les institutions européennes? Il y a des organismes de la Commission européenne, et nous on est là pour ça aussi, on est tous là pour faire des conférences sur l'Europe. On s'aperçoit que les citoyens ne connaissent absolument pas parce que c'est extrêmement compliqué. Et moi, dans ma vie de militant européen, je n'ai pratiquement jamais vu de responsables politiques faire expliquer de façon pédagogique le rôle des institutions européennes. Donc, je crois qu'effectivement, il y a un rôle. Les citoyens doivent pouvoir s'exprimer en disant on ne comprend pas ce qui se passe, qui fait quoi. Et donc, c'est plus un questionnement. Par exemple, si un citoyen nous dit tout se passe à Bruxelles, la Commission, c'est un organisme technocratique, bon, il faut répondre à ce questionnement, à ces inquiétudes. Mais on a pourtant, c'est extrêmement difficile parce que, en réalité, et vous êtes une journaliste de talent, rares sont les journalistes comme vous qui ont pu faire des émissions sur l'Europe. Et je crois que c'est effectivement aussi une responsabilité des médias de dire, eh bien, finalement, voilà, nous allons faire, je crois que France Télévisions va le faire, nous devons faire des émissions pédagogiques sur l'Europe. C'est parce qu'il n'y a jamais rien eu sur l'Europe. Donc, on ne peut pas aujourd'hui reprocher aux citoyens de ne rien y comprendre, alors qu'on aurait dû avoir depuis longtemps une action pédagogique. Vous savez, quand on vous appelle à la télé ou quand on voit l'Europe, c'est souvent quand ça ne va plus, quand ça ne va pas, quand c'est la catastrophe. Mais aujourd'hui, il est demandé aux médias, je crois, de contribuer à cela. Donc, au final, il y a une responsabilité partagée. Et dont on ne peut pas accuser les citoyens de ne rien connaître, c'est parce que effectivement il n'y a pas eu beaucoup de chaînes ou d'émissions pédagogiques. Si nous avions une chaîne dédiée à l'Europe, elle ne serait pas regardée. Elle ne serait peut-être pas regardée, mais au moins voilà, il y aurait peut-être des émissions pédagogiques. Alors, et donc ouais. voilà ce que je voulais dire, c'est que mais en réalité les citoyens ils savent ce que c'est que la Commission. Bon, ils confondent le Conseil de l'Europe, le Conseil européen, mais ça, on ne peut pas le leur reprocher parce que c'est très technique. Ils voient les chefs d'État se rendre à Bruxelles, ils voient les foires d'empoigne, donc ils comprennent bien ce qui se passe. Et tous les 5 ans, il y a une élection au Parlement européen, et c'est là peut-être où il faut faire un effort sur le rôle des institutions, notamment le Parlement. Juste petit aparté, en fait, c'est plus d'Europe à la télévision notamment, et quelle que soit la télévision, c'est le combat qu'on mène actuellement avec l'Association des journalistes européens et puis le mouvement européen. C'est très difficile parce qu'on ne sait pas où est la poule et l'œuf. Vous comprenez que quand on fait une émission ou quand on parle d'Europe à la télévision, on est systématiquement obligé de rappeler ce que sont les institutions parce qu'elles ne sont pas enseignées à l'école. Alors, ce sera l'objet d'un prochain webinaire que le CECI va organiser, donc je ne vais pas en parler, mais c'est un peu la difficulté actuellement. Donc, sur cette méconnaissance, est-ce que Emmanuel ou Jacques, vous voulez donner votre point de vue également ? Oui, je peux donner un élément de réflexion qui concerne finalement la socialisation à l'Europe de nos concitoyens. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut éduquer à l'Europe dès le plus jeune âge.
Il m'arrive bien souvent d'intervenir d'ailleurs en milieu scolaire. Je suis aussi un enseignant et je me rends compte que les étudiants en université, en dehors peut-être de ceux qui suivent un cursus d'économie ou de droit, eh bien, ne savent pas grand-chose de ce qu'est l'Europe. Mais pas seulement la question, comment dire, institutionnelle, c'est aussi, il n'y a pas de connaissance sur le fond de l'Europe. Comment elle est née, cette Europe? Comment la pensée européenne a pu évoluer dans le temps? Et puis, c'est pas une idée récente, l'Europe. Et il faut remonter plusieurs siècles en arrière où on commence à trouver déjà l'émergence de cette idée d'Europe. Il aura fallu deux guerres mondiales et puis quand même une mise sur le métier de ce que pourrait être l'Europe entre les deux guerres, et puis un démarrage pour éviter un nouveau conflit entre pays européens. Bon, ça, ce sont les choses un peu bateau, mais derrière il y a du sens, il y a de la valeur, il y a l'affirmation d'éléments comme le respect de la personne. Ce sont des éléments qui sont tout aussi importants que la connaissance, à mon avis, des institutions, mais qui permettent de comprendre aussi pourquoi on a mis en place ce système institutionnel. L'éducation à l'Europe, c'est une socialisation. Ça peut commencer par les enfants pour socialiser les adultes, comme toute autre forme de socialisation d'ailleurs. Et puis, en parlant des médias, c'est vrai qu'on a très longtemps, et comme Patrick, comme Jacques, je suis maintenant un vieux militant de la cause européenne, et on s'est battus les uns et les autres, on a râlé sur les médias qui ne faisaient pas leur travail à notre avis. Comme vous le disiez très justement, Véronique, ça n'est pas forcément très sexy, la question européenne dans les médias, c'est pas forcément lu, c'est pas forcément compris, et à la télé, c'est assez difficile. Toutefois, je remarque une chose, c'est qu'il y a un moyen d'approcher aussi tous les publics, et notamment ceux qui sont un peu éloignés d'une formation scolaire supérieure, universitaire, etc. Eh bien, c'est le téléfilm. Et je constate que lorsqu'une chaîne comme Arte diffuse des téléfilms genre policiers au niveau européen, qui met en scène, qui met en jeu des différents pays, différentes structures, différentes formes de collaboration, eh bien, ça plaît et ça donne une idée de ce que peut être l'Europe, mais on est ici non pas sur la question institutionnelle, mais on est plutôt sur l'émergence d'un sentiment d'appartenance à une dimension qui nous est commune et qu'on ne perçoit pas généralement comme étant la dimension territoriale d'appartenance commune. Alors justement, parlons des valeurs, sauf si Monsieur Fayette veut dire quelque chose sur cette méconnaissance des institutions, mais j'ai un peu l'impression qu'on a fait le tour. On est tous d'accord pour dire qu'il y a une méconnaissance. Sur les valeurs, j'ai entendu, nous avons tous entendu Emmanuel Macron parler du modèle social européen. Il veut d'ailleurs que la présidence française de l'Union européenne soit tendue vers ce modèle social européen. Et c'est vrai que c'est un vœu intéressant, hein, mais comment les citoyens européens, et l'un d'entre vous l'a dit tout à l'heure, comment les citoyens européens, qui sont tellement différents les uns des autres, peuvent-ils parler rêver d'un même modèle social européen? On voit bien qu'entre l'Est et l'Ouest, qu'entre le Nord et le Sud, il y a une façon de voir tellement différente. Moi, je prends toujours l'exemple du congé de maternité. J'ai assisté à un débat lorsque le Parlement européen a voulu, dans une directive, augmenter la durée du congé de maternité. Et c'était inouï. Entre les Grecs, les Français, les Suédois, les gens ne parlaient pas de la même chose. Un congé de maternité, ça n'était pas la même chose. Le degré d'avancement des uns et des autres n'était pas la même chose. Comment voulez-vous qu'il y ait un discours, je dirais une convergence entre tous les citoyens européens qui vont être questionnés par cette conférence sur le modèle social? Qui voudrait répondre?
Patrick, Moi, vas-y. je dirais, comme toujours, les citoyens savent ce qu'ils ne veulent pas. Quand ils apprennent qu'en Pologne, il y a des villes qui vont être interdites aux homosexuels, là, ils lèvent les bras au ciel. Hein. Donc, on sait ce que l'on ne veut pas accepter. Hein. C'est quand on s'écarte d'un certain nombre de règles. Maintenant, que des pays aient leur propre politique sociale, je crois qu'il y a un fédéralisme à leur pur jus. Hein. Je crois qu'il faut faire attention. On ne va pas faire un système, un État unitaire. Hein. Et bien des choses peuvent être différentes. Hein. Alors, on le voit donc sur l'éducation, sur la santé. Regardez, les gens réfléchissent et jour, tiens, on leur dit, mais de l'autre côté de la frontière, si vous voulez faire un test de non-positivité, c'est payant, c'est tel prix. Ça, ce sont des choses qui sont différentes d'un pays dans l'autre, et je ne suis pas certain qu'il est nécessaire que ça soit égalisé. Ce qui est sûr, et ça nous renvoie à la question précédente, c'est qu'il y a une adhésion croissante à l'idée européenne et une insatisfaction croissante sur la façon dont elle fonctionne. Cette adhésion croissante, on l'a vu avec l'augmentation de la participation aux dernières élections européennes, ce qui était assez imprévu, ce qui montre ce sentiment, et en même temps, cette adhésion, mais implicite, parce qu'on croit que c'est acquis à ce qui est commun et qui vient qu'autrefois l'Europe, ça s'appelait la chrétienté, et qu'un certain nombre de ces principes sont à la fois la fusion des principes de la chrétienté et des lumières du XVIIe et du XVIIIe siècle. Hein. Et là, à peu près, l'Europe est globalement d'accord, même s'il y a quelques exceptions. On le voit avec aujourd'hui la Hongrie, la Pologne et aussi la Slovénie, qui va, entre parenthèses, diriger le deuxième semestre européen. Patrick ? Oui, moi je pense qu'il y a quand même une volonté commune de faire quelque chose ensemble sur le plan social. Quand on va aux États-Unis et qu'on doit se faire soigner d'une grave pathologie, ou quand vous allez à New York et vous voyez des gens qui n'ont plus de dents, qui ne peuvent pas suivre des soins, on s'aperçoit qu'en Europe, il y a un modèle quand même commun, c'est-à-dire globalement le fait que les soins eh bien, sont pris en charge par un système social de l'État, que ce soit l'État-providence en Suède, même si il a évolué au cours des années, la sécurité sociale en France. Nous avons des cartes vitales que nous pouvons échanger, qui sont interchangeables si on va au Portugal, en Espagne, en Allemagne, pourvu qu'on ait une carte européenne. Donc, il y a véritablement un modèle en termes de santé qui nous différencie quand même considérablement d'autres nations, en tout cas développées, notamment aux États-Unis. Ça me semble creuser en quelque sorte d'une sorte de solidarité. Maintenant, là où ça ne va plus, c'est que naturellement, en termes sociaux, on voit qu'il y a de grandes divergences. Il y a des pays il y a des problèmes de compétition fiscale, sociale, du moins-disant fiscal et social, parce que certains pays, effectivement, ne veulent pas renoncer à des coûts de main-d'œuvre moins chers. Lorsque vous regardez très concrètement un bulletin de paye dans un pays, c'est nulle part le même bulletin de paye, on n'arrive pas à lire quelles sont les prestations sociales, les retenues, c'est extrêmement difficile. Le travail détaché, c'est quelque chose effectivement de très délicat, même si à la marge, il a été modifié, on voit toujours qu'il y a quand même des difficultés à ce niveau-là. Et donc, il y a eu un sommet social il y a une semaine à Porto, en Portugal, et la déclaration était tout à fait intéressante, mais on voit bien que sur la volonté du président de la République d'avoir un salaire minimum en Europe, évidemment que ça ne recueille pas du tout l'unanimité, qu'il y aura une grande bataille, parce que autant on est d'accord sur les grands principes, autant chacun veut conserver ses avantages compétitifs pour avoir une manœuvre moins coûteuse et donc attirer des entreprises. C'est exactement la même logique que la fiscalité. Et malheureusement, encore une fois, et je crois que les citoyens doivent le dire, on ne veut pas que l'Europe soit une simple zone de libre-échange économique. Emmanuel vient de le dire. On veut que ce soit autre chose. C'est un espace de solidarité. Il y a des politiques de cohésion, politiques régionales, mais sur le plan social, il y a beaucoup d'efforts à faire.
Il y a eu des directives sur l'égalité homme-femme, sur les congés maternité, paternité, donc, mais ça ne va pas assez loin. Et je crois aussi que là, on doit effectivement le faire. Alors, est-ce que ça peut passer par une révision des traités? C'est ça la difficulté, parce que la politique sociale, ce n'est qu'une politique d'accompagnement des États et ce n'est pas une politique véritablement de l'Union européenne. Donc c'est vrai que là, il y a des grands principes, mais il faudrait qu'on aille plus loin sur l'Europe sociale pour bien qu'on montre aux citoyens que nous ne sommes pas là uniquement pour faire du business, mais qu'on est là également pour avoir un espace de solidarité sociale en Europe qui puisse nous unir. Et je crois que c'est une des pistes de réflexion pour l'avenir. Emmanuel? Oui, j'ai envie de dire que lorsque on parle de modèle social européen, on parle en réalité d'une vision du monde. C'est un paradigme. Je pense que lorsque le président ou d'autres avant lui ont parlé de modèle social européen, il y avait la volonté de se différencier d'un autre modèle social américain, par exemple. Patrick vient de le dire. Jusque-là, on avait tendance à englober tout cela dans le monde occidental, comme si tous les Occidentaux, finalement, sur la planète, avaient une même vision des choses. Et non, ça n'est plus le cas. Et aujourd'hui, nous avons à nous distinguer deux modèles sociaux très différents, celui de la Chine, celui des États-Unis d'Amérique, celui de l'Inde, par exemple, et d'autres qui vont pouvoir émerger. C'est donc un paradigme, hein, c'est une vision du monde et on veut se distinguer. Mais à l'intérieur de ce paradigme, ce que nous souhaitons être, c'est un ensemble qui repose sur, je vais revenir encore sur certaines valeurs communes, notamment la solidarité. Le modèle social européen permet à tous les citoyens d'être pris en charge en cas de maladie, quel qu'il soit, quel qu'il est, là où il se trouve. C'est une règle qui est certes minimale, mais qui est associée à cette charte des droits sociaux fondamentaux. Et le modèle social doit reposer, à mon avis, sur cette charte qui dit finalement beaucoup d'autres choses que ce que peuvent dire les traités ne faisant que organiser la gestion institutionnelle. Donc, introduire cette dimension sociale, et je vais aller plus loin, sociétale, hein, parce que quand on parle de social, il ne faut pas rester, à mon sens, sur l'action sociale, hein, mais ce qui organise la société, ce qui organise les interactions entre les individus. Et nous avons besoin de ces interactions basées sur quelque chose qui nous est commun, et j'introduirai en ce qui me concerne la nécessité d'expliquer ce qu'est notre culture commune. Nous avons une culture commune avec des ingrédients qui nous sont communs, ce qui ne veut pas dire que l'on doit avoir une uniformité de la culture, puisque chaque nation, chaque région même a sa propre culture, et c'est cet ensemble de choses qu'il convient d'articuler pour faire émerger ce qui nous est commun. Et dans ce qui nous est commun depuis les origines, eh bien, il y a cette dimension sociale et sociétale. Donc voilà, je pense que c'est aussi à ce niveau que l'on peut regarder cette expression. Alors, quand on regarde les grands enjeux qui sont devant nous, il y en a un dont on n'imaginait pas du tout qu'il en deviendrait un, c'est le respect de l'état de droit. On voit que de plus en plus, certains pays ont une vision du respect de l'état de droit qui est assez particulière et notamment la liberté de la presse en souffre dans ces pays-là. Alors, on voit bien que la Commission européenne tente de faire quelque chose, mais est-ce que vous pensez, les uns et les autres, qu'il faut qu'il y ait une question là-dessus dans la conférence? Est-ce qu'il faut, je dirais, peut-être réveiller les consciences des uns et des autres, si tant est qu'elles se soient endormies, pour parler de ce qu'est le modèle européen en matière d'état de droit? Parce qu'on voit bien que, jusqu'y compris en France, et notamment à cause de la pandémie, mais pas seulement, les libertés sont considérablement rognées depuis quelques années. Qu'est-ce qui veut… Jacques Payette? Oui, moi, je n'ai pas que les libertés soient particulièrement rognées.
Mais ce que je voulais dire un mot, c'est que notre modèle social et notre état de droit, ce sont des composantes d'une image de l'Europe dans le monde. Hein, j'ai fait une expérience récente il y a 4 ans, où j'ai été invité par une université de Cuenca en Équateur à venir faire une suite de conférences sur l'Europe. Je me suis retrouvé dans une université ultra-moderne d'ailleurs, des étudiants sensationnels, mais ils en crèvent d'envie que leur pays ressemble à l'Europe. Hein, donc, c'est quelque chose d'important dans notre image dans le monde. Mais alors, si ça va bien, alors pourquoi en parler? Si ça va bien. Pour eux, c'est le principe, l'herbe du voisin est toujours plus verte. Hein, mais, et puis, en Amérique latine, il y a tout de même quelques pays qui peuvent dire on aimerait bien être comme. Hein, bon. Mais vous avez fait allusion aux limitations sur les libertés qui ont été. Qui sont, enfin, les libertés qui seraient grignotées depuis quelques années et nous venons de vivre, et nous vivons encore, bon, enfin, jusqu'à ce soir minuit, demain ça ira un petit peu mieux, hein, sur des libertés que nous a concédé l'État dans la situation sanitaire actuelle. Mais moi j'ai vécu 1 an en Corée du temps du général Park Chung-hee. Hein, je sais ce qu'est les limitations. J'ai été également chef de projet des Nations Unies d'assistance dans la République populaire d'Angola, donc qui était qui est toujours marxiste, mais qui l'était encore beaucoup plus à cette époque. Donc, on ne sent pas trop les différences en Europe quand on a fait quelques expériences dans ces pays-là. Moi, je crois qu'en Europe, on peut dire encore, on peut dire et écrire à peu près ce que l'on veut, peut-être même un peu trop, on le voit sur les réseaux sociaux. Non, on a une liberté extraordinaire. Excusez-moi, mais même en Hongrie, en Pologne, en Bulgarie, en Grèce. Bon, c'est l'Europe, ça. Non, mais on a le pays, on a ce problème, hein, et ce qui explique la non-ratification d'ailleurs du plan de relance européen par le Parlement polonais, hein, qui ne veulent pas qu'on fasse de liaison entre le plan de relance et le respect de l'état de droit, et qu'on a confié tout de même à la Commission. On va voir ce qu'il en est, mais là aussi on a un système institutionnel. Hein. Il existe un moyen de sanctionner un État, c'est le fameux article 7 du traité, mais pour faire appliquer l'article 7, il faut l'unanimité, et là il y a eu un accord entre la Hongrie et la Pologne. Oui, mais est-ce que… mais son veto. Oui. On est d'accord sur ça, mais justement, est-ce que ça doit être également parmi les enjeux de la conférence? De parler de ça, de parler on peut le mettre. Mais ça, bien sûr qu'on peut le proposer. On peut le proposer, si je peux me permettre de prendre la parole. Bien sûr, allez-y. Oui. Merci. Oui, bien sûr. Non seulement il le faut, mais il le faut, c'est une obligation. Moi, je suis extrêmement choqué de ce que certains pays violent tous les jours les valeurs européennes, la démocratie, la tolérance, le respect des minorités. Tout ça est battu en brèche en Hongrie et en Pologne. Que se passe-t-il en Pologne? On voit bien que Viktor Orban, à la tête de son gouvernement populiste nationaliste, eh bien, a éliminé la liberté de la presse. Il n'y a pratiquement plus d'organes de presse indépendants en Hongrie. Oui. Voilà. Et donc en Hongrie, s'agissant des journalistes, et en Pologne également, il y a une procédure d'infraction d'ailleurs qui est contre la Pologne, en cours de la Commission européenne, sur les juges à la Cour constitutionnelle polonaise qui n'ont plus le droit de se prononcer sur la constitutionnalité d'une loi votée au Parlement à cause du parti, le PIS, le parti droit justice qui est au pouvoir. Et ça, c'est véritablement un scandale. Car la Cour, le parti droit et justice, le Parlement, estime que ce n'est pas aux juges d'avoir à se prononcer sur la constitutionnalité d'une loi. Donc ça, c'est grave. Et ce qui fait que le Parlement a voté des dispositions très graves concernant, indépendamment de ce que les femmes peuvent penser là-dessus et les hommes sur l'avortement. L'avortement est devenu quasiment interdit en Pologne. Les femmes sont obligées de le faire soit clandestinement, soit de partir à l'extérieur, ce qui est grave. Les juges n'ont plus leur indépendance. Et enfin, on ne respecte plus les droits des minorités, comme les droits des homosexuels, LGBTI. Il y a des zones LGBTI, anti-LGBTI en Pologne. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, consciemment, il y a des États qui ne respectent plus les valeurs. Et moi, personnellement, je suis choqué. Je me demande encore ce
ce que ces États font dans l'Union européenne. Donc, les citoyens, indépendamment de ce qu'ils pensent sur tel ou tel sujet de société, eh bien, à mon avis, ils devraient dire, lorsqu'un pays ne respecte plus les valeurs, il faut que nous ayons des mécanismes de sanctions bien plus efficaces que ce que nous avons aujourd'hui. Mais quand vous parlez des citoyens, est-ce que vous pensez les citoyens, par exemple français, peuvent s'exprimer sur la Pologne, etc. Ah mais oui. on sait très bien ben oui, mais est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux déjà que est-ce que les citoyens polonais, hongrois, bulgares et même peut-être grecs, parce que il y a quand même quelques soucis en ce moment en Grèce, vous pensez qu'ils iront se plaindre de leur propre gouvernement alors qu'ils ont les moyens, de le faire par les élections, puisque c'est encore des pays où il y a des élections. Donc, Oui, ça voudrait oui. dire, juste pour montrer la bizarrerie du système de cette conférence, ça voudrait dire que nous, citoyens français ou citoyens allemands ou citoyens hollandais, on irait se plaindre du non-respect de l'état de droit dans certains pays et du fait que l'Union européenne serait incapable de faire respecter l'état de droit avec l'article 7, par exemple. Ce serait quand même une grosse ingérence que les Polonais et les Hongrois n'apprécieraient pas. Non, parce que c'est un dialogue citoyen que le président de la République, un chef d'État et de gouvernement, ne stigmatise pas tel ou tel État, quoique c'est arrivé ces derniers temps. Je vous ferai remarquer que Emmanuel Macron, dans son discours de lancement de cette convention le 9 mai, a critiqué l'autoritarisme dans certains pays. Donc, sans les citer, il a quand même cité, en fait, et évoqué directement à la fois la Pologne et la Hongrie. Il y a des procédures autoritaires. Et donc, dans le dialogue citoyen européen que nous devons avoir, moi, je ne vois pas pourquoi nous devrions nous interdire de discuter sur ce qui se passe ailleurs. Et le contraire est vrai. Si un citoyen hongrois, polonais, allemand estime qu'en France, il y a des atteintes à l'état de droit, il a le droit de le dire. C'est un dialogue citoyen qui n'implique pas les responsables politiques et donc nous avons une liberté de parole. Emmanuel, vous voulez dire quelque chose ? Oui, je crois que sur ces questions, la conférence a un rôle important à jouer, notamment dans le toilettage du sens de la construction européenne, le sens que l'on veut donner à cette construction européenne. Et j'ai envie de rappeler aussi qu'il existe une éthique de la construction européenne. Cette éthique, elle est à rappeler. Et une éthique repose sur quoi? Notamment sur des valeurs. Et il faut que l'on soit au clair, les uns et les autres, sur cette question des valeurs. Parce que si on ne s'entend pas sur le sens des mots, alors je reprendrai un peu les expressions de Pierre Bourdieu sur la question, si on ne s'entend pas sur le sens des mots, on ne pourra pas construire le reste en matière économique, en matière juridique, en matière sociale. Et lorsque l'on parle de modèle social européen, c'est cela aussi. C'est une certaine homogénéité de la compréhension des termes et des valeurs, des concepts qui fondent l'Union européenne. Et je crois que cette conférence sur l'avenir de l'Europe doit aborder aussi ces questions. Alors, elles sortent un peu de l'ordinaire, du juridique, de l'économique, du financier, du monétaire, mais elles concernent les hommes et les femmes qui vivent sur le territoire européen. Et on doit avoir un minimum d'harmonisation commune, notamment sur les questions qui viennent d'être traitées, la question de l'avortement en Pologne et la liberté de la presse. Ça fait partie du modèle social européen. Et nous devons défendre ce modèle social à partir de la question du sens, c'est-à-dire revisiter finalement les fondements et les fondamentaux de la construction européenne. Est-ce que vous avez le sentiment? Oui, Jacques? Oui. Moi, je dois dire, ce qui m'a fait le plus révulser dans l'histoire récente, c'est le fait qu'une université ait dû quitter… Excusez-moi, je vous interromps. Pierre Mangui, est-ce que vous pouvez fermer votre micro parce qu'on entend quelque chose derrière? Voilà. Qu'une université en Hongrie ait dû quitter le pays parce qu'on y enseignait des choses non conformes à la doctrine officielle. Je ne pensais pas que ça serait possible dans l'Europe du XXIe siècle. D'autre part, les libertés, n'oublions pas qu'il y a un organisme extra-Union européenne qui joue un grand rôle, c'est la Convention européenne des droits de l'homme, et la France est le pays le plus condamné après la Turquie, par cette Convention européenne des droits de l'homme, et qui prend d'ailleurs dans l'esprit
l'esprit de beaucoup de personnes un rôle grandissant, car les gens disent, écoutez, à ce niveau-là, nous allons aller en cours à Strasbourg. Donc je crois, alors, en Russie aussi, il y a le recours individuel, mais qui n'a pas le même effet que chez nous. Et je crois que c'est important de s'inspirer de la Cour européenne des droits de l'homme. Peut-être demain, il y aura une troisième chambre dans la Cour de justice de l'Union européenne qui aura un rôle semblable. Alors, il y a un sujet qui va être au cœur de la conférence et au cœur de la PFUE et au cœur des élections présidentielles en France, parce que les trois événements vont quand même se percuter, c'est toute la politique migratoire, sur laquelle on voit que depuis 2015, mais ça existe depuis bien avant, l'Union européenne a échoué, complètement. Les pays membres ne sont pas d'accord. Et derrière les pays membres, ce sont les peuples qui ne sont pas sur le même point de vue, selon qu'ils sont dans un pays d'accueil, de premier accueil, comme la Grèce, l'Espagne, qui là est de nouveau atteinte par des migrants qui sont arrivés en canoë, ou l'Italie, des pays comme la Suède, des pays comme la Hongrie ou la Pologne, ou des pays comme la France. On voit qu'on est vraiment tous sur des chemins, et j'oublie l'Allemagne, tous sur des chemins différents, en raison et que les chefs d'État et de gouvernement sont de plus en plus suivistes de leur population, ne les précèdent pas. Et est-ce que vous ne craignez pas que justement, si on demande l'avis du peuple, ce que je trouve très bien, hein, c'est pas du tout la question, on n'ait pas une demande de sévérité accrue sur tout ce qui est migration et vraiment de mécontentement sur cette fois cette non-gestion du sujet. Bon, je dirais aujourd'hui que dans l'ambiance française, un homme politique qui a une position ouverte sur l'immigration, il est éliminé de la scène politique. Hein. Je ne sais pas comment la déclaration de François Bayrou avant-hier, montrant que la natalité commençant à baisser sérieusement en France, la population devrait être compensée par de l'immigration, comment ceci sera accueilli. Mais ce qui veut dire que dans certains cas, ce n'est pas le peuple qui a raison. Et moi, le plus bel exemple historique de courage politique, c'est François Mitterrand qui a eu le courage de faire supprimer la peine de mort en France, alors que si on avait fait un référendum, ça ne passait pas. Et je remarque, je ne veux pas dire son nom, il y a tout de même un candidat déclaré à la présidence de la République qui a déclaré que s'il avait été député à l'époque et il n'aurait pas voté cette suppression, et qui se demandait s'il ne serait peut-être pas opportun de réfléchir à nouveau sur l'introduction de la peine de mort dans l'arsenal répressif français. Oui, mais là, il ne s'agit pas d'un homme qui va dessiner pour le bien de tous. Il s'agit de demander le point de vue des citoyens européens. Non, mais on peut leur demander leur point de vue, mais ce n'est pas pour ça on va nécessairement leur donner satisfaction. Mmh. D'où comme l'initiative qui avait été faite par M. Macron en matière d'environnement, d'où ensuite on sera obligé de gérer les frustrations. Si vous ouvrez la boîte de Pandore, c'est-à-dire que tout le monde réfléchit sur tout et que l'avis de chacun vaut l'avis de tous, c'est un risque quand même. Oui. Patrick ? Oui, non, je crois que évidemment tout le monde est obsédé par la montée du populisme, le vote d'extrême droite. On a bien vu ce que cela avait donné en Italie. D'ailleurs, Matteo Salvini se retrouve devant les tribunaux aujourd'hui. Hein. Il y a quand même des principes auxquels nous adhérons, c'est le traitement humain. Il ne faut pas que c'est la Convention européenne des droits de l'homme qui a été invoquée. Il y a la Convention de Schengen, la Convention sur les réfugiés. Nous avons une exigence d'accueil des réfugiés parce que c'est une exigence internationale. Maintenant, effectivement, les peuples ont montré leur hostilité à une augmentation de l'immigration, alors que cela vient d'être dit, beaucoup de rapports, notamment en Allemagne, montrent bien que nous allons devoir avoir besoin de l'immigration sur le plan économique, peut-être une immigration choisie, et l'Europe a compris.
qu'elle était en danger si elle ne maîtrisait pas mieux ses frontières, d'où les efforts qui ont été faits dans le budget actuel qui tendent à augmenter considérablement le budget de l'agence Frontex, les moyens humains, matériels, financiers, parce qu'il y a une exigence de mieux protéger les frontières. Et là encore, effectivement, on a vu qu'il n'y avait aucune solidarité européenne. Et pour ne citer que la Hongrie, encore une fois, la Hongrie n'est pas submergée par une vague migratoire, loin de là. Il lui avait été demandé d'accueillir quelques quotas, entre guillemets, de réfugiés, ce sont essentiellement des réfugiés dus aux guerres, et M. Orban a refusé. La Commission européenne l'a mis en demeure et M. Orban a été condamné par la Cour de justice de l'Union européenne pour avoir refusé, en tout cas, d'accueillir des quotas de migrants. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette exigence et c'est extrêmement difficile, car comme cela vient d'être dit, on voit bien qu'il y a une montée aujourd'hui du vote populiste d'extrême droite, mais en même temps, il n'y a pas de rejet d'une politique d'accueil. Simplement, il faut que les responsables politiques Vous en êtes sûr? il y a ce débat, mais aujourd'hui, on voit que les gouvernements populistes comme en Italie ont disparu et je crois il faut faire un juste équilibre entre le contrôle de la politique migratoire justement et l'accueil. C'est très difficile aujourd'hui, par exemple, de dire on va accueillir des étrangers. Regardez, le président de la République avait l'occasion de le dire, la convention Schengen, les différents règlements Dublin, ça ne marche plus beaucoup parce qu'aujourd'hui, il y avait une harmonisation. On devait le réfugié qui accueillait dans un pays devait faire une demande d'asile dans ce premier pays et elle était traitée, acceptée. Aujourd'hui, tout le monde, les pays européens ne sont plus d'accord sur les modalités d'accueil des étrangers. Quand on regarde par exemple les Afghans, eh bien, certains pays font des rejets systématiques, tandis que d'autres pays vont être plus ouverts à la protection. Le droit d'asile n'est pas harmonisé. Il devait l'être avec les différentes directives, il ne l'est plus parce qu'il y a des divergences politiques. D'où la proposition de certains, et d'ailleurs pas le moindre Michel Barnier, lui-même, ce qui est très très étonnant, a dit qu'il fallait suspendre donc la politique migratoire, la moratoire sur l'immigration pendant un certain nombre d'années. Je ne m'attendais absolument pas à entendre cela dans la bouche de Michel Barnier, mais force est de constater que c'est une idée qui commence à progresser, y compris en France, dans la perspective de l'élection présidentielle. Emmanuel, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, deux mots sur le sujet. Les faits sont têtus. Je rejoins ici Jacques Fayette sur en tout cas les propos qu'il a pu tenir. Il y a quelques décennies, l'Union européenne représentait 50% de la population planétaire. Dans 10, 15 ans, 20 ans devant nous, nous ne serons plus que 2% de la population planétaire. Donc, on a une réalité démographique descendante qui amènera par la force des choses à remplacer l'absence de notre population, j'allais dire d'origine, bien que c'est pas juste, hein, il n'y a pas de population d'origine, ça n'existe pas, mais notre population liée à notre mode social, notre mode culturel sera remplacée par d'autres personnes venant d'ailleurs. La question est bien évidemment celle de la politique migratoire, mais elle est complexifiée par le fait que nous aurions dû, et depuis les dernières 70 années, peut-être travailler sur le développement du continent africain. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la déclaration de Robert Schuman, mais il parlait en même temps du développement du territoire européen, du continent européen et du développement du continent africain. Ce que nous n'avons pas fait, nous avons eu une histoire différente et aujourd'hui on se trouve dans une situation où des gens sont dans l'obligation de quitter leur pays, leur famille pour essayer de trouver un mieux-être, un mieux-vivre ailleurs, ce qui n'est pas d'ailleurs évident. Alors, on est arrivé à un point, certainement, où si on ne prend pas garde, et je comprends les propos de Michel Barnier, on peut aller vers des affrontements à l'intérieur même de l'Union européenne. Il faut donc se poser cette question de la migration, mais peut-être essayer de trouver des solutions pour ne pas laisser des gens mourir
hein, parce qu'il y a aussi cette question, mourir dans des bateaux Zodiac en Méditerranée. Voilà, ça va au-delà de ce qui fonde notre conviction européenne, ce qui fonde aussi notre histoire et qui ne correspond pas à notre temps. Ça ne veut pas dire pour autant que nous pouvons, et c'était Michel Rocard, je crois, qui disait cela, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, c'est vrai. Autrement dit, la conférence, et je reviens à cette fameuse conférence, la conférence sur l'avenir de l'Europe doit aussi très clairement poser cette double question de la politique migratoire, de la protection des frontières, alors en termes de sécurité et de défense d'ailleurs, hein, parce que il y a les deux dimensions, et ce que nous pouvons faire pour développer l'autre continent qui sera bientôt le plus peuplé de la planète. Alors, il nous reste 20 minutes avant la fin de cette rencontre, de cette réflexion. Et je voudrais passer aux choses concrètes en partant de la question de Michel Le Stum, ou Le Stum, je ne sais pas comment se prononce ce nom, veuillez m'en excuser, et qui nous dit les outils numériques mis en place pour cette consultation sont calamiteux. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est irresponsable? Il est impossible de s'exprimer. Et je trouve que ça pointe du doigt la suite. C'est-à-dire que, d'abord, est-ce que les gens vont vraiment, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un peu compliqué d'aller s'exprimer, il faut trouver, je crois que c'est Jacques Fayette qui disait, il faut quand même trouver sur le site l'endroit où on peut le faire, etc. Deuxième, et on sait combien la fracture numérique est importante. Alors les jeunes, ils sauront, mais les plus âgés ne sauront pas, et donc ça rendra, je dirais, les résultats, ça les faussera. D'une part, donc, est-ce que les gens vont vraiment s'exprimer? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on va en faire? Bon, je ferai une remarque tout de même pour l'accès au site de la conférence. C'est qu'ils ont blindé le système de telle façon qu'il n'y ait pas une invasion de hackers ou d'anti-européens qui bourrent les disques de propos anti-européens, etc., etc. Si bien que c'est vraiment un numéro pas évident, il faut se faire reconnaître, enfin, il faut aller à différents. Et on peut espérer que dans quelques semaines, le système sera harmonisé. Mais je reviens une seconde sur un sujet d'étonnement pour Patrick et d'autres. Je pense que si M. Barnier n'était pas éventuellement à la recherche de l'investiture de son parti pour un projet politique, qu'il ne tiendrait peut-être pas des propos qu'il vient de tenir ces quelques derniers jours. Mais il n'est pas le seul à le tenir hein, sur cette. Oui. Bon, il se trouve que moi, j'anime un groupe autour des migrations et de l'asile pour le mouvement européen et on reçoit des personnalités vraiment très différentes sur ce sujet et aussi des gens de terrain. Et c'est exprimé, ce blocage des frontières est exprimé par un grand nombre de ces personnalités, disant il faut qu'on ait le temps de réfléchir à quelque chose et qu'en attendant, les migrants ne s'accumulent pas les uns et les autres dans des squats et entraînant quand même une grande, je dirais, souffrance pour eux et pour ceux qui les entourent, quoi. Donc sur les résultats, est-ce que vous avez vraiment le sentiment qu'il y aura beaucoup de gens qui vont s'exprimer et est-ce que vous avez vraiment confiance dans la prise en compte de ces sentiments et de ces points de vue et de ces suggestions sur autant de sujets? Alors, si je peux me permettre effectivement de prendre la parole là-dessus, je crois que c'est une bonne idée, mais il faut faire attention à ce qu'on va en faire à l'issue. Il ne faut pas se cacher la face. Ces résultats, le président de la République a exigé que les résultats de cette conférence interviennent au mois de mars 2022. Ce sera la présidence française de l'Union européenne, mais ce sera surtout les élections présidentielles. Donc, je crois qu'il va falloir éviter qu'il y ait interférence entre la consultation des citoyens et l'élection présidentielle, parce que si un débat européen doit avoir lieu, il doit avoir lieu dans des conditions sereines et ne doit pas y avoir d'exploitation politique. L'autre problème… Et je vous interromps juste. Donc, il ne faut pas, par exemple, qu'il y ait un grand raout
autour du résultat de la conférence à un mois des élections, par exemple. Voilà, je crois que ce serait effectivement malvenu. Il faudrait qu'il y ait une réunion, certes, avec les institutions européennes, mais qui ne fasse pas interférence avec l'élection présidentielle à 2 mois, même moins de 2 mois du premier tour, parce qu'on voit bien qu'ici, il risque d'y avoir une confusion. L'Europe ne doit pas être réappropriée par certains. C'est une discussion qui doit avoir lieu au sein de tous les partis politiques. Il y aura certainement un grand raout, comme vous dites, mais ce serait bien que ça se passe soit à Bruxelles, soit à Strasbourg, puisque effectivement elle a commencé à Strasbourg, au lieu de la réconciliation européenne. Il faudra faire attention. Et l'autre écueil, j'ai vu ici et là quand même des réticences de certains parlementaires européens, et non pas uniquement français, en disant attention, les citoyens vont parler, mais ce n'est pas eux qui vont décider. Donc le risque de cette convention aussi, c'est qu'il y ait une sorte de déception, comme ce qui est arrivé avec la convention sur l'environnement, sur le climat, où les gens ont eu le sentiment d'avoir été trompés, dépossédés de leurs idées. Donc, en effet, il faudra une réappropriation collective, citoyenne, et non pas qu'il y ait une exploitation politique, et surtout qu'il y ait des réticences, celui des parlementaires européens, mais aussi tout le monde. On m'a dit tout le monde est d'accord au sein des institutions pour dire que ce ne sont pas les citoyens qui décident. Donc, si on part comme ça en leur disant ce n'est pas vous qui décideront, bon, c'est mal parti en termes de concertation. Il faut qu'il y ait en termes de démocratie, c'est terrible. Voilà, non, mais certains parlementaires l'ont clairement dit, ce n'est pas les citoyens qui décident, tout le monde a peur à ce qu'on touche à ses propres institutions, donc il faut ouvrir le débat, et ensuite, ce qui sera intéressant, c'est postérieurement à l'élection présidentielle, peut-être faire un mécanisme comme il avait été fait avec Valéry Giscard d'Estaing sur la Convention européenne, eh bien peut-être rassembler les États avec une participation populaire pour éventuellement provoquer une conférence intergouvernementale qui pourrait conduire à une éventuelle révision des traités. Et c'est à mon avis, une action au long cours. Mmh. Jacques Payet ? Oui, moi, je crois que pour savoir ce que les citoyens ont voulu exprimer, il faudra que cela ressorte du système. Car n'oublions pas que les citoyens expriment leurs idées, et puis ensuite, il y a cette fameuse assemblée plénière de 433 membres, si j'ai bonne mémoire, avec des représentants des parlements nationaux, du Conseil européen des régions, etc., etc. Alors, qui va s'emparer des propositions, en faire une synthèse, et qu'est-ce qui va ressortir de tout cela? C'est difficile à dire. Donc, je crois que ça ne sera pas de l'expression brute ou synthétique, comme on pourrait faire dans un sondage avec questions ouvertes. Moi, j'ai bien peur que la synthèse qu'on va ressortir des desiderata des citoyens soit quelque chose qui aurait été un peu trituré avant d'être publié. Parce que finalement, vous parliez tout à l'heure des eurobaromètres qui sont très très bien faits et qui permettent de voir sur la distance ce que pensent les Européens de l'Europe. Était-il nécessaire de faire un grand machin comme celui-là? Écoutez, je partage tout à fait votre point de vue, et c'est même dangereux, et là je rejoins ce que vient de dire Patrick, c'est que le danger, c'est que s'il y a beaucoup d'investissement qui est fait dans cette conférence et qui en ressort pas grand-chose, eh bien que ça desserve plutôt l'idée européenne que ça la serve. Ça part d'une très bonne idée, mais ensuite ça ouvre trop grand les champs des possibles. Voilà. Et les déceptions peuvent être encore plus grandes ensuite concernant l'Europe. Oui, puis je dirais c'est un principe général. Le vieil enseignant que je suis se souvient des assemblées de mai 68 où les étudiants, démocratiquement des amphis, nous demandaient des choses assez incroyables, et heureusement pour eux qu'on ne les a jamais mises en pratique. Heureusement, on va pas le dire, parce que alors là, ce serait terrible. Emmanuel. Oui, pour répondre à la question, ça rejoint un peu mon propos introductif tout à l'heure. Pour répondre directement à la question de Michel Le Stüm,
Oui, effectivement, moi je trouve aussi que c'est extrêmement compliqué d'entrer sur le site. Alors pour plein de raisons, hein, Jacques a pu en parler, Patrick également. L'idée de départ est tout à fait intéressante, elle est tout à fait généreuse, elle tombe à point, elle est aussi dans l'air du temps, hein, cette interrogation, cette participation citoyenne, avec une difficulté, c'est que on retrouve globalement les 10 priorités de la Commission européenne. Alors c'est parfait, hein, c'est le rôle de la Commission d'interroger sur ses priorités en fonction des compétences qui sont les siennes. La difficulté vient peut-être du cadre restrictif, hein, du questionnement, parce qu'il y a une sorte d'entonnoir et on ne peut pas sortir de cet entonnoir. Alors moi j'ai fait comme Jacques, je suis allé fouiller un peu le site et le seul endroit où je pouvais trouver la possibilité d'une expression sortant des compétences habituelles de l'Union européenne, ben, c'était le petit volet des démocraties. Mais il n'empêche que ça ne, à mon sens encore, hein, ça n'ouvre pas complètement le débat qui va reposer sur des visions très différentes en fonction des cultures nationales, en fonction de l'identité sociale des personnes qui vont répondre. Et puis, j'ai un peu tendance à me dire qu'il y a nous avons, nous, Français, une vision peut-être franco-française, en tout cas un peu ethnocentrée de cette question européenne. Et c'est la raison pour laquelle, et là je rejoins complètement Patrick, il n'est pas judicieux que ça coïncide trop avec l'élection présidentielle. Néanmoins, ça doit coïncider avec la présidence française de l'Union européenne. Ici, on a une difficulté qui va se présenter. Et je constate aussi que des voix s'élèvent ici et là pour demander que les 2 ans initiaux prévus et mis à mal par la pandémie, eh bien, soient respectés et que finalement la présidence française de l'Union européenne soit un moment d'étape pour faire le point sur les avancées de cette conférence sur l'avenir de l'Europe. L'autre difficulté est que s'il y a un entonnoir sur les thèmes à débattre, il y a aussi la demande expresse de faire des propositions concrètes. Hein, ce sont les termes de la Commission européenne, de la présidente de la Commission. Autrement dit, on ne peut pas, ou en tout cas assez difficilement, sortir du cadre qui a été décidé. Alors, je conçois que ce soit extrêmement difficile de monter une telle consultation. Il n'empêche qu'il y a des tas de thèmes qui sont nécessaires à l'analyse. Je ne pourrais en citer qu'un parce que c'est quelque chose qui est demandé et on me demande souvent d'intervenir sur le sujet. C'est la place future, par exemple, des religions dans le projet européen. C'est une question qui est centrale aujourd'hui lorsque l'on voit qu'il y a aux élections régionales dans notre pays des listes de la démocratie musulmane. Voilà, donc voilà, ce sont des questions, c'est du réel. Alors nous sommes dans un État laïque en France, ça n'est pas forcément le même point de vue de nos voisins européens. Voilà, vous voyez, toutes ces questions sont aussi à triturer dans cette conférence sur l'avenir de l'Europe parce que c'est notre quotidien, c'est aussi notre réel. Et il n'y a pas que les relations européano-chinoises ou américaines qui sont à prendre en compte. Il y a aussi ces éléments qui font que c'est notre vie de tous les jours et ce que nous pouvons avoir comme relation avec les gens les plus proches de nous, qui aujourd'hui sont tous, et nous sommes tous, des citoyens de cette Union européenne. Alors, une dernière petite question, un dernier petit tour de table. On va essayer quand même de
partir sur une idée positive de ce qui pourrait éventuellement sortir de là, avec une petite incidente de Marie-Laure Grobneck qui dit est-ce qu'on sait que si les citoyens sont au courant de l'existence de cette conférence? Je pense qu'on n'en est qu'au début, donc c'est d'ailleurs pour ça que vous faites ce webinaire, j'imagine. Peut-être un mot de conclusion. Allez, un mot de conclusion positif à chacun. Qu'est-ce qui veut commencer? Patrick, peut-être? Oui, merci. Moi, écoutez, je dis tous les moyens sont bons pour faire parler de l'Europe. Et donc, même s'il y a des imperfections dans cette convention, je crois que tout le monde doit y participer. Nous n'avons pas parlé des jeunes, or ce sont les jeunes qui sont essentiellement concernés par cette convention. Le président de la République l'a rappelé. C'est aussi l'avenir des jeunes. Et donc, dès lors qu'on demande, on pose la question, on demande aux citoyens de s'exprimer, je crois que c'est très, très important, effectivement. Et on reproche trop souvent à l'Europe d'être opaque. Eh bien là, il y a un forum de discussion qui est ouvert et je crois que avec les précautions que nous venons d'indiquer, c'est très important et il faut effectivement se dire, en fin de compte, quelle Europe veut-on? Est-ce qu'on veut continuer l'ambition, la construction européenne ou est-ce qu'on veut arrêter? Et donc, c'est là qu'il faut s'exprimer. Et je pense que globalement, les citoyens veulent que continue, qu'on l'améliore. Et donc, dès lors qu'on discute, je crois que c'est une bonne chose et c'est la note optimiste que, pour ma part, je garderai. Jacques, votre… Bien, moi, je prendrais un point particulier qui favorise l'optimisme. D'ici la synthèse de la Convention, il va y avoir les élections en Allemagne. Or, j'ai passé un certain temps à lire les 132 pages du programme des Verts, dont les 3 pages consacrées à l'Europe. Et qu'est-ce que proposent les Verts allemands? La réalisation d'une république fédérale européenne, en toutes lettres. Or, à tous les coups, que soit la coalition prévue, les Verts allemands seront dans le prochain gouvernement. Peut-être même à la chancellerie, mais ça, c'est peu sûr. Donc, je crois que ça va être un facteur important pour donner un contenu concret aux conclusions de la conférence. Autrement, pour le reste, j'ai bien peur qu'on réalise la description très inquiétante de Spinelli. L'Europe va ressembler à celle de la Grande Alliance, où à l'issue des guerres napoléoniennes, les monarchies européennes s'allièrent entre elles contre leur peuple. Merci. Emmanuel, le mot de la fin, peut-être? Oui, alors moi j'ai envie de dire que nous avons été les uns et les autres, tous les trois, tous les quatre, et puis les gens qui nous écoutent, positifs dans nos propos. Après tout, personne n'a demandé ce soir la fin de l'Union européenne. Au contraire, on a tous essayé de mettre en évidence les éléments qui vont faire que dans les décennies à venir, eh bien, on puisse avoir plus d'Europe et mieux d'Europe. C'est-à-dire une Europe qui prend en compte à la fois ses citoyens, et je crois que c'est le but de cette conférence, mais qui tient compte également des complexités de notre monde et des relations extérieures. Nous sommes sur une paix extrêmement fragile sur la planète. On sort d'une pandémie. On a vu que la dimension européenne était la bonne dimension, la bonne taille pour résoudre des problèmes qui sont extrêmement sérieux et qui ne se traitent plus du tout aujourd'hui à l'échelle d'une nation. Alors c'est ça qu'il va nous falloir. Alors, je dis nous falloir parce que nous, associations, nous conférenciers de la Commission européenne, nous membres de telle ou telle organisation, eh bien nous sommes ce relais finalement entre les gouvernants, les institutions européennes, je pense au mouvement européen, je pense aux maisons d'Europe, et ça rejoint ce que disait Marie-Laure Grobneck il y a quelques instants dans sa question. Est-ce que les citoyens sont au courant? Oui et non. Oui et non. Combien de médias ont véritablement parlé de cette conférence? Donc, nous avons aussi un travail à réaliser pour que les gens aient envie. Un chiffre, si vous voulez, au moment du lancement de la plateforme sur la conférence, il y avait au niveau de l'Union européenne 5000 personnes qui avaient posé une inscription.
ce qui était, mais c'était le premier jour, très peu par rapport à la population européenne. Il va nous falloir suivre cela aussi et travailler à la fois avec les gouvernants, avec les institutions européennes, pour que cette conférence devienne quelque chose de concret. Il faut qu'elle soit aussi concrète pour que les citoyens puissent apporter des propositions elles-mêmes concrètes. Eh bien, écoutez, c'est ce qu'il faut souhaiter, que tout cela soit très concret et que cela permette de faire avancer les choses dans le bon sens. Parce que effectivement, je suis d'accord avec vous. Je crois que tout seul, on n'y arrivera pas dans le monde qui s'annonce, et que je crois qu'aujourd'hui, ce projet commun est probablement le plus beau qu'on ait à réussir et à réaliser. Voilà. Écoutez, merci beaucoup à tous. Merci de m'avoir demandé d'animer et participer à ce débat. Il y en aura d'autres qui suivent sur d'autres sujets et aussi sur la conférence. Donc, je souhaite, il est 20 heures, donc c'est l'heure. Et voilà, je laisse peut-être Emmanuel dire au revoir. Simplement pour vous remercier, Véronique, d'avoir animé avec brio ce webinaire qui était une première pour notre souci. Voilà, il y a un début à tout. Je pense que ce sont des questions qui sont intéressantes à débattre. Il faut approfondir le sujet européen en permanence. Voilà, c'est le but de notre cercle, qui est un cercle de réflexion. Donc, nous continuons à travailler. Il y aura effectivement ce mois-ci 3 autres webinaires. Après-demain, il y en a un consacré aux formes d'éducation à l'Europe en Europe, et puis à la place de l'éducation aussi en Europe. Et à suivre la semaine suivante, alors sur le même thème de la conférence, mais cette fois-ci les enjeux. Et nous finirons le 1er juin avec les relations de voisinage, c'est-à-dire les relations entre l'Union européenne et la Russie. Donc, nous vous invitons à suivre sur notre site les propositions, et puis nous aurons d'autres choses à venir dans les mois à venir et tout au long de la conférence. Voilà, merci à Patrick. Je suis très heureux de l'avoir retrouvé parce que depuis le confinement, on ne s'est pas vu depuis un bon moment. Merci à Jacques que j'ai souvent au téléphone, mais on ne s'est pas vu non plus. Et puis merci à vous tous d'avoir été présents à nos côtés, en espérant que nous avons pu répondre un peu à votre questionnement.